après-midi à tous. C'est toujours un plaisir de revenir dans cette salle de temps en temps. Ça me rappelle la période où je suivais les cours et où les bancs étaient aussi durs qu'aujourd'hui, je vous rassure. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui, vous faire juste une introduction. Donc, c'est presque un tutoriel à la vérification déductive de programmes. On parle de méthode formelle depuis ce matin. C'est une des méthodes formelles. C'est peut-être la plus ancienne d'ailleurs. Et comme vous allez voir, c'est pas non plus. Il se passe encore des choses dans ce domaine et qui sont tout à fait intéressantes d'un point de vue de recherche. Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'annoter les programmes par des assertions logiques qui décrivent son comportement, en particulier les préconditions, les propriétés attendues des entrées, des post-conditions, des garanties qu'on va fournir sur les sorties, et des invariants qui vont être associés aux boucles, aux objets, etc. Et maintenant, le but du jeu, c'est de vérifier la cohérence de ces annotations, montrer que les préconditions impliquent les invariants, que les invariants et les préconditions impliquent les post-conditions, et ce, quels que soient les chemins d'exécution suivis dans le programme. Alors, je disais que c'était une des méthodes formelles les plus anciennes. Effectivement, l'idée apparaît en 1949 dans un article, une brève communication de Alan Turing à un congrès, qui est absolument génial. C'est 3 pages plus une page de figure. Et ça esquisse donc la méthode en question sur un programme représenté par son organigramme, par un flowchart. Et comme beaucoup d'articles de Turing de cette époque, il a 20 ans d'avance sur tout le monde et l'article passera complètement inaperçu jusqu'à ce qu'il soit redécouvert dans les années 90 dans ses papiers. Donc presque 20 ans plus tard, en 1967, Robert Floyd redécouvre l'idée de Turing, donc annoter un organigramme par des assertions logiques et vérifier localement leur cohérence. Mais donc là, cette fois-là, il le publie dans tous ses détails dans un très bel article, donc Assigning Meanings to Programs. Et 2 ans après seulement, Tony Hoare reformule l'approche d'abord sur les programmes structurés, et non plus sur des organigrammes, et en des termes un peu différents, en les termes d'une logique de programme. L'idée, c'est que de la même manière qu'une logique mathématique vous permet de montrer des propriétés sur des définitions mathématiques, une logique de programme va vous aider à montrer des propriétés sur des programmes. Alors, cet article de Hoare est absolument magnifique et déclenche plein de travaux théoriques tout à fait intéressants donc sur les logiques de Hoare dans les années 70 et 80. Mais s'établit assez vite un consensus vers 1980 et jusqu'à 2000 que cette approche de la vérification de programmes n'est pas vraiment utilisable en pratique sur des programmes de plus de quelques lignes, et ce qui pousse beaucoup de gens à se tourner vers des techniques peut-être plus limitées mais plus automatisables comme le model checking. Et c'est seulement vers 2000, grâce aux gros progrès en démonstration automatique, les prouveurs SMT notamment, qu'apparaissent donc, dans les années 2000 des outils de vérification déductive utilisables en pratique. Et alors on va voir un exemple. Donc la routine, comme dirait Turing, qu'on veut vérifier, c'est la recherche dichotomique dans un tableau trié. Donc vous connaissez tous, hein, on découpe le tableau en deux parties jusqu'à tomber sur, ou pas sur la clé qu'on recherche. Alors ça aussi, il y a une longue histoire. C'est un algorithme qui est mentionné sous une forme un peu particulière dans le cours de programmation de Mauchly à l'Université de Pennsylvanie en 1946, donc le premier cours de programmation. Et l'algorithme moderne est publié en 1960. John Bentley, dans son livre Programming Pearls, dans lequel ma génération a appris à programmer, il consacre un chapitre entier. Et tout le monde ensuite implémente et copie le code de Bentley jusqu'à 2004, où l'équipe de développement Java reçoit un rapport de bug. La fonction binary search peut lever une exception accès en dehors des bornes si le tableau est grand. Grand au sens plus de 2 puissance 30 éléments. Oui. Et en fait, tout le monde se rend compte qu'effectivement, il y a un problème de débordement arithmétique dans le code de Bentley, et ce qui mène Joshua Block, dans un article de blog célèbre de 2006, à conclure que presque toutes les recherches binaires et dichotomiques et presque tous les tris par fusion sont cassés. Alors, on va justement voir où est le bug, en essayant de faire une vérification du code qui est incorrect, et puis comment le corriger, et puis
on va enfin prouver que le code est correct. Et pour ça, je vais utiliser l'outil Framassi WP. Alors, je ne vais pas vous faire la démo interactive parce que la GUI de l'outil fonctionne mal sur ce Mac M1. Donc, je vais la faire un coup de copie d'écran. Donc voilà, donc ça c'est à quoi ressemble l'outil. Donc vous avez ici le texte, le programme source en C. Ici la version préprocessée et légèrement simplifiée sur laquelle il fait les vérifications. L'important ça va être les pastilles qui sont ici, vertes ou jaunes, qui indiquent si c'est bon ou s'il y a un problème. Et puis là, c'est différentes manières de contrôler l'outil. Et donc je vais vous montrer alternativement des programmes sources et puis la fenêtre du milieu pour voir ce qu'il arrive à vérifier. Alors on commence. Programme source, code initial, aucune annotation. Et donc si on le passe dans l'outil, évidemment, il va quand même essayer de vérifier des choses. Il va essayer de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur à l'exécution, pas de comportement indéfini, pas de runtime errors, RTE, comme par exemple des débordements arithmétiques dans les opérations entières. Et évidemment, comme il ne sait rien sur les paramètres de la fonction, il soupçonne des débordements arithmétiques partout. Par exemple, size-1, ça peut déborder si size est le plus petit entier représentable. Et aussi, tous les accès au tableau T sont a priori invalides puisqu'on ne connaît pas la taille du tableau. Bien, donc il va falloir l'aider un peu. On va mettre un contrat. On va mettre une précondition. La taille doit être positive, c'est raisonnable, et le tableau T, enfin à l'adresse T et aux offsets de 0 à size-1, il doit y avoir de la mémoire valide qu'on peut accéder. Ça aussi, c'est raisonnable. Et puis, je l'aide encore un petit peu en mettant un invariant de boucle. Donc, que low est toujours positif, high est toujours strictement plus petit que size, et puis je lui donne un variant, comme dans le programme de première de NSI, qui est donc une quantité qui décroît strictement à chaque tour de boucle et qui va montrer la terminaison. En l'occurrence, c'est la largeur de l'intervalle low-high. Bien, on donne ça à Framassi et on voit apparaître quelques pastilles vertes. Verte, ça veut dire c'est bon. Par exemple, size-1, il a réussi à démontrer que ça n'allait pas déborder. Mais on voit encore des pastilles rouges-vertes, ça veut dire ça ne va pas parce que quelque chose d'autre ne va pas. Et on voit une pastille jaune, et ça veut dire ça ne va pas, et qui est qu'il n'a pas réussi à prouver que l'addition low plus high, quand on calcule le point médian, low plus high sur 2, il n'a pas réussi à prouver que low plus high ne déborde pas. Et effectivement, low plus high peut déborder si low et high sont supérieurs ou égales à 2 puissance 30, par exemple. Et donc, si votre tableau est suffisamment grand, paf, le calcul, le point médian déborde. Si vous êtes en Java, ça va produire un résultat négatif et un accès hors borne de tableau juste après. Si vous êtes en C, ça fait un comportement indéfini. Tout peut arriver. On va taper n'importe où dans le tableau, par exemple, et ça peut être une faille de sécurité. Bon. Alors, comment on corrige ça ? Eh bien, on écrit la formule, le calcul du point médian autrement. Au lieu de faire low plus high sur 2, on va faire low plus la moitié de la distance high moins low. Mathématiquement, c'est pareil, sauf qu'en arithmétique des ordinateurs, non, ça ne déborde pas, alors que l'autre peut déborder. Et du coup, toutes les pastilles sont vertes, donc l'outil a montré l'absence de runtime errors, l'absence de comportement indéfini. Je ne sais toujours pas ce que calcule ce programme, mais je sais au moins qu'il ne plante pas et qu'il ne peut pas déclencher de faille de sécurité. C'est déjà bien, je veux dire, on ne peut pas toujours en dire autant. Donc, maintenant, l'étape d'après, bien sûr, ça va être de spécifier ce qu'il est censé faire. Qu'est-ce qu'il est censé faire ? La correction fonctionnelle. Le code est écrit de manière à ce que si le résultat est positif, alors c'est l'indice dans le tableau T où on trouve la clé key. Donc ça, c'est le cas où la clé est dans le tableau. Et il faut aussi le cas où la clé n'est pas dans le tableau. Dans ce cas-là, donc, le résultat est strictement négatif. Et on dit que c'est vrai si la clé est différente de tous les éléments du tableau T de I. D'accord ? Bon. On passe ça dans l'outil. Et, alors ça devient un peu petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on voit que la première post-condition, celle du cas supérieur ou égal à 0, il a réussi à la prouver. Effectivement, elle est assez triviale, parce que le seul cas où on renvoie un résultat supérieur ou égal à 0, on vient de tester l'égalité entre qui et la position correspondante dans le tableau. Donc, ce n'est pas compliqué de prouver ça. En revanche, il n'arrive pas à prouver la deuxième post-condition. Et c'est clair parce qu'on ne lui a pas dit que le tableau était trié. Or, si le tableau n'est pas trié, la recherche dichotomique, en général, elle ne va pas trouver l'élément. Donc, il faut lui dire que le tableau est trié, en hypothèse, et il faut exploiter cette hypothèse. Alors, c'est là que ça devient un petit peu délicat. Donc, dire que le tableau est trié, c'est facile. C'est que T de I est inférieur ou égal à T de J dès que I est inférieur ou égal à J. D'accord ? Le tableau est une fonction croissante, si vous voulez. Et en revanche, là où c'est un peu plus délicat, c'est les bons invariants à mettre dans la boucle. Et ces deux-là fonctionnent bien. Donc, on dit que
tous les éléments du tableau qui sont à gauche de l'intervalle low-high, on est déjà certain qu'ils sont strictement plus petits que qui, donc qui ne sera pas dedans. Et tous les éléments du tableau qui sont à droite de l'intervalle low-high, donc i strictement plus grand que high, sont strictement plus grands que qui, et donc la clé ne sera pas non plus dedans. Donc forcément, si la clé est dans le tableau, elle est entre les cases low et high. Et avec ça, bon, il a fallu quand même essayer 2 ou 3 formulations avant que le prover SMT derrière comprenne, mais avec ça, toutes les cases sont vertes, et donc on a la correction fonctionnelle de notre code. Bon, donc c'est plutôt joli. Après, oui, j'ai oublié de dire, donc l'outil Framathy WP, c'est du logiciel libre, donc développé par nos collègues du CEA. C'est du logiciel libre et c'est, je trouve, une excellente introduction à ce type de technique de vérification. Et d'autres aussi, par analyse statique, etc. Bien. Mais là, ce que je vous ai montré, donc, c'est un peu la logique de Hoare, donc la vérification déductive du XXe siècle. Alors, au XXIe siècle, il s'est passé un certain nombre de choses. Donc, de nouvelles logiques sont apparues, logique de séparation, logique relationnelle, pour répondre à de nouveaux besoins, raisonner sur des programmes avec pointeurs, raisonner et structures de données chaînées, raisonner sur des programmes avec du parallélisme en mémoire partagée, on parlait d'architecture multicœur ce matin, raisonner sur des propriétés de sécurité, raisonner sur la correction de protocoles cryptographiques, et pour toutes ces utilisations, la logique de Hoare ne suffit pas. Un autre développement, c'est en alternative à l'approche, disons, axiomatique de Hoare. On pose les règles de la logique et puis on dit c'est ça. Il y a une approche fondationnelle qui s'est développée où les logiques de programme et les autres outils pour la vérification, les analyses statiques par exemple, peuvent être dérivés de la sémantique opérationnelle du langage de manière correcte par construction, comme l'interprétation abstraite le fait pour les analyses statiques par exemple. L'approche Framathy ou d'autres outils, c'est de l'approche pouce-bouton, la démonstration est entièrement automatique, mais se développe aussi une approche semi-interactive, où la vérification se fait en interaction avec l'utilisateur, par exemple au sein d'un assistant à la démonstration comme Coq ou Lean. Et puis, il y a une convergence avec la programmation à type dépendant. Alors, on voit ça dans Coq, bien sûr, et Lean aussi, mais peut-être plus encore dans des langages comme Agda, FStar, Idris, où en fait, si vos types sont assez puissants, ils peuvent exprimer une logique de programme. Et c'est ce que l'outil FStar de Microsoft Research, par exemple, fait pour vérifier les programmes. Et donc, dans la suite de cet exposé, j'espère que je ne vais pas prendre trop longtemps, je voudrais vous montrer des morceaux de l'approche fondationnelle et de l'approche semi-interactive en utilisant Coq, l'outil Coq. Donc, on va voir comment est-ce qu'on arrive à reconstruire, disons, une logique de Hoare et une espèce de vérificateur de programme à la Framathy à l'intérieur de Coq, from first principles. Alors bien sûr, on ne va pas le faire sur le langage C tout entier, c'est un peu gros, on va le faire sur IMP, qui est un tout petit langage avec impératif, avec vous le voyez en bas du transparent, avec des affectations, des séquences, des conditionnels et une boucle while. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on veut travailler sur un langage de programmation dans un outil comme Coq? On commence par formaliser sa syntaxe abstraite, c'est une représentation mathématiquement précise des programmes qu'on peut écrire dans ce langage. Et donc là, je vous l'ai donné comme une grammaire. Dans le développement Coq, ça va être sous forme de ce qu'on appelle de type inductif. Et puis, on décrit la sémantique opérationnelle. Alors, c'est quoi? C'est une description, une définition mathématiquement précise, c'est pas en français, c'est pas en anglais, de la manière dont les programmes s'exécutent. Donc, nous, on va le faire sous la forme d'un prédicat. C dans S donne S'. Donc, comment on lit ça? On lit ça comme la commande C, démarrer dans l'état initial S, termine, et son état final, c'est S'. Alors, c'est quoi un état ici? C'est les valeurs courantes des variables. Donc, c'est une affectation de valeurs aux variables du langage, ou une fonction des variables dans les valeurs, si vous voulez. Et juste avec ça, donc, on a défini opérationnellement ce que notre langage, et on peut déjà s'en servir pour vérifier des programmes, après tout. Donc là, vous avez l'algorithme d'Euclide pour la division entière, donc diviser A par B, par soustraction répétée, on soustrait B jusqu'à ce qu'on tombe en dessous de B, et puis on incrémente Q à chaque fois, et à la fin, Q c'est le quotient. Et on pourrait justement vouloir montrer un résultat comme ça. Donc pour tous les entiers positifs A, strictement positif B, si vous avez un état initial S, tel que S de la variable A c'est petit a, S de la variable B c'est petit b,
il existe un état final S', dans lequel donc, le programme va terminer, ediff dans S va terminer dans S', et S' de la variable Q, c'est A sur B. Et alors je vais vous montrer que oui, on peut le faire, c'est juste que la démonstration est horrible et que ça ne donne pas envie de continuer dans cette direction. Mais comme il faut apprendre de ses échecs, on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai mon petit développement coq qui commence par définir mon langage IMP avec la syntaxe abstraite, donc les expressions arithmétiques, les expressions booléennes, les commandes. Bon, je ne vais pas passer là-dessus, hein, c'est tout à fait standard. Et là, on donne cette fameuse sémantique opérationnelle. Donc, je la donne dans le style dit à grands pas, big step. Il y a plein d'autres manières de le faire, par réduction successive, etc. Toutes ces manières sont équivalentes. Donc, j'ai juste choisi celle qui m'est la plus commode. Et on en arrive donc à l'exemple de la division euclidienne. Donc, ça, c'est la syntaxe abstraite pour la division euclidienne. Vous avez le programme en syntaxe concrète juste au-dessus. Oh, c'est bien petit tout ça. Bon, et ça, c'est l'énoncé coq de ce que je vous ai énoncé en français tout à l'heure. Et bon, ben, allons-y. Alors, on se lance dans le... L'idée, c'est peut-être je vais essayer d'abord de construire le S', l'état mémoire final, et puis je montrerai que dans cet état mémoire final, S' de Q, c'est A sur B. Donc je dis, essayons d'appliquer les règles de la sémantique des notations naturelles pour avancer. Bon, j'ai une séquence, j'ai une affectation, j'ai une séquence, j'ai une affectation. Ça avance, sauf que là, maintenant, je suis face à une boucle. Et là, je me rends compte que je n'arriverai pas à prédire l'état final parce qu'il dépend beaucoup du nombre d'itérations de la boucle, lequel n'est pas facile à deviner à l'avance. Donc je ne vais pas y arriver comme ça. Bien. Donc il va falloir que je traite un peu spécialement la boucle. Je recommence en prouvant quelque chose par récurrence sur la boucle. Donc finalement, je vais prouver quelque chose comme ça. Alors c'est compliqué. Essentiellement, j'ai une précondition qui est que A égale BQ plus R et que R est positive et que dans ce cas-là, la boucle va terminer dans un état mémoire qui satisfait ce que je veux. Bon. Et quand j'ai montré ça, par une récurrence forte sur la variable, la quantité R. Déjà, il faut travailler un peu pour mettre en place l'induction. Et puis, là, j'ai deux cas suivant que la boucle a terminé ou pas. Là, elle n'a pas terminé. Donc, il faut simuler l'exécution du corps de la boucle. Il faut appeler l'hypothèse de récurrence, montrer que les préconditions sont satisfaites. Et là, enfin, je peux exhiber l'état mémoire S' final et montrer qu'il a les bonnes propriétés. Et puis ça, c'est quand je termine. Où là, je finis par montrer que j'ai bien le quotient dans Q. Ouf! Et c'est pas fini parce que j'ai encore les deux affectations d'origine, celles qui initialisent R et Q. Donc voilà, je les exécute, j'utilise mon hypothèse de récurrence, mon résultat par récurrence, enfin bref, bon, c'est horrible, je ne ferai plus jamais ça. Bon. Donc il doit y avoir une meilleure manière. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Il devrait y avoir une meilleure manière, et cette meilleure manière, c'est... où est mon display? Il est là. Cette meilleure manière, donc, c'est d'utiliser la puissance de Coq pour construire des principes de raisonnement sur les programmes. Pas être tout nu avec la sémantique opérationnelle. Et pour construire ces raisonnements, ces principes de raisonnement, on va s'inspirer justement de la logique de Hoare classique. On va manipuler des assertions qui, dans ce cadre, sont juste des prédicats sur l'état S, donc des fonctions de S dans les propositions, si vous voulez. Par exemple, la postcondition de la division euclidienne, c'est la fonction qui, à S, vous renvoie vrai si S de Q est égal à A sur B. Et maintenant, si on a une assertion Q, on peut définir une relation C dans S garantie Q. Donc, qui nous dit que la commande C, démarrée dans l'état initial S, termine dans un état final qu'on ne spécifie pas plus que ça, juste un état mémoire final qui satisfait Q. Donc on est un peu abstrait sur les détails de la sémantique opérationnelle, mais ça va nous aider énormément. Alors on peut tout à fait définir cette relation depuis la sémantique opérationnelle, hein, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que maintenant on va construire des principes de raisonnement comme des théorèmes qui concluent C dans S garantie Q pour diverses formes de commandes C. Par exemple, si C c'est skip, la commande triviale, skip dans S satisfait Q si Q est vrai de S.
Évidemment, skip ne change pas l'état mémoire, donc c'est simple. Pour l'affectation, x reçoit A dans S garantit Q, et c'est Q est vrai de l'état mémoire modifié, celui dans lequel la variable x contient maintenant la valeur de A. Bon. Jusqu'ici, c'est des paraphrases de la sémantique opérationnelle. Les règles suivantes sont un peu plus intéressantes. C1 suivi de C2 dans S garantit Q, si quoi? Si C1 dans S garantit le prédicat qui dit que l'état mémoire intermédiaire S' est tel que C2 dans S' garantit Q. D'accord? Donc ça, il va falloir que l'enchaînement de C1 et de C2 garantisse Q. Et donc ça, c'est un moyen de l'exprimer. Alors les experts ici vont reconnaître un calcul de plus faible précondition dans le style de Dijkstra, qui est une autre manière de présenter la logique de Hoare. Mais je ne veux pas employer des grands mots comme ça tout de suite, je veux juste dire que ça donne un principe de raisonnement concret pour si j'ai une séquence, voilà comment je vais attaquer la vérification. Même chose pour la conditionnelle, if B then C1 LC2 dans S garantit Q, si, deux cas possibles, si B est vrai, il faut que C1 dans S garantisse Q, si B est faux, que C2 dans S garantisse Q. D'accord? Et enfin, le cas de la boucle est évidemment le plus compliqué, mais c'est là que la règle va être la plus utile. While B d'où S dans S satisfait Q, si, là il va falloir que j'exhibe un invariant et une mesure. La mesure M, le but de la mesure, c'est de montrer la terminaison. Donc c'est une quantité qui devra décroître strictement tout en restant positive à chaque tour de boucle. Et l'invariant P, c'est un invariant, donc il faut qu'il soit vrai de l'état mémoire initial, P de S. Il faut qu'il soit préservé par chaque tour de boucle. Et il faut qu'il implique la postcondition Q quand la boucle termine, c'est-à-dire quand B est faux. Bon, là c'est un petit peu plus compliqué que les autres règles, mais ça va me permettre de raisonner beaucoup plus facilement sur les boucles, en particulier sur l'exemple de la division d'Euclide. Maintenant, je vais réussir à faire une démonstration, une vérification qui applique juste les principes de raisonnement comme une forme d'exécution symbolique du programme. Et vous allez voir que la seule difficulté, bien sûr, c'est de trouver et fournir l'invariant de boucle, ce qu'en Framassi, j'aurais dû mettre sous forme de commentaire. Là, il va falloir que je le fournisse interactivement au milieu de la preuve. Mais sinon, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on repart en coq. Donc voilà donc le fameux prédicat, ensures, enfin C dans S garantit Q. Et là, je dérive les règles que je vous ai montrées sous forme de lemme. Et vous voyez que les démonstrations ne sont pas particulièrement compliquées, hein, ils ne font que quelques lignes à chaque fois. Sauf évidemment pour la boucle, où là, à nouveau, il faut régler une récurrence au millimètre près pour être sûr que ça passe. Mais l'avantage, c'est qu'on ne l'a fait qu'une fois pour toutes. Maintenant, elle va servir à vérifier toutes les boucles que je peux avoir à l'avenir. Et maintenant, donc, pour ma division euclidienne, en utilisant ce fameux prédicat ensures, au début, je n'ai même pas à réfléchir, d'accord? Je vais regarder la tête de la commande et ça me dit quelle règle appliquer. Là, la tête, c'est peut-être un peu petit. La tête, c'est une séquence. Donc j'applique la règle de la séquence. Maintenant, la tête, ça devient une affectation. J'applique la règle de l'affectation. Une séquence, on y va. Une affectation, on y va. Ah, bon, là maintenant on tombe sur une boucle. Donc là, il va falloir travailler un petit peu, parce que si je me contente d'appliquer la règle, évidemment, Coq me dit je ne sais pas quel est l'invariant, je ne sais pas quelle est la mesure, au secours. Bon, alors on va l'aider. Donc là, je sors de mon chapeau l'invariant et la mesure. Bon, la mesure, c'est la valeur de la variable R, ça, c'est pas dur. L'invariant, c'est un peu plus compliqué, c'est A égale BQ plus R, une fois de plus. Et je me retrouve avec trois buts. Le premier, c'est montrer que l'invariant est vrai initialement, il est trivial. Le deuxième, c'est de montrer que l'invariant est préservé par un tour de boucle, c'est un peu plus dur, mais là, à nouveau, je peux utiliser mes règles pour la séquence, pour l'affectation, un petit peu de simplification, un raisonnement purement arithmétique, et là, il faut montrer la postcondition quand on sort de la boucle, et c'est le seul raisonnement arithmétique non trivial, si A égale BQ plus R est entre 0 et B, alors Q est le quotient. Hop. Voilà. Et après, je peux aller encore un cran plus loin et automatiser une partie de ce que je viens de faire. Je vous ai dit, la forme de la commande me dit quelle règle appliquer. Et bien ça, je vais pouvoir en faire carrément une fonction Coq, qui est un calcul de plus faible précondition. Étant donné une commande et une postcondition, il va me calculer une assertion qui doit être vraie pour que la postcondition soit vraie. Et en fait, c'est une transcription
des règles, donc je ne vais pas passer dessus. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Bon, là, il y a quelques propriétés métathéoriques que je passe. Et donc maintenant, je montre la même chose, mais je vais utiliser mon calcul de plus faible précondition. Oui, WP, c'est Weakest Precondition. C'est aussi pour ça que pharmacie WP s'appelle pharmacie WP. Et donc, là, cette formule, maintenant, Coq va pouvoir me calculer. Alors, c'est un gros machin, hein, mais c'est un gros machin qui ne parle plus du programme. Le programme a complètement disparu. C'est juste une formule logique et arithmétique. Et qui commence par me demander, évidemment, c'est quoi l'invariant, c'est quoi la mesure. Encore une fois, je les donne. Alors là, la formule devient encore plus immonde, sauf que quelques simplifications font apparaître un but purement arithmétique que Coq, les tactiques pourtant primitives de Coq arrivent à résoudre, sauf un cas qui est toujours le raisonnement non trivial, si A égale BQ plus R, alors Q est le quotient de A et de B. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu ce que fait Framassi, par derrière, d'accord, ce calcul d'obligation de conditions de vérification. Et là, eh ben, on l'a fait from first principles et à l'intérieur d'un prover interactif. Bien, donc il est temps de conclure. Donc voilà, donc c'est ce que je vous ai montré, c'est le calcul de la plus faible précondition. Et alors pour aller plus loin, alors on peut aller plus loin dans plein de directions. On a envie d'avoir un langage de programmation plus riche, ajouter les comportements indéfinis, donc la possibilité de débordement arithmétique par exemple, et puis les règles de raisonnement qui vont avec, plus de structures de contrôle, des fonctions, des procédures, de la récursion, là ça devient un peu plus costaud. On a envie de raisonner sur les codes avec des pointeurs ou des références, avec des structures de données chaînées, avec de l'allocation et de la désallocation dynamique. On a envie de raisonner sur le parallélisme en mémoire partagée. Et on a même envie parfois de raisonner, ou on est même parfois obligé de raisonner sur du parallélisme en mémoire faiblement cohérente, ce qui est absolument horrible. Mais pour toutes ces extensions, il existe des extensions de la logique de programme, de la logique de Hoare qui les traitent. Après, on peut utiliser d'autres sortes d'assertions. Les assertions, elles portent sur l'état mémoire entier, la valeur de toutes les variables. On peut faire des assertions en logique de séparation, par exemple, qui décrivent un morceau de l'état mémoire. Donc un ensemble d'adresses mémoire ou de variables, leur contenu, et une garantie de possession exclusive, ce qui va donner des garanties de séparation, de non-interférence, si vous êtes en évaluation parallèle. Vous pouvez, en logique de séparation aussi, faire des assertions sur autre chose que les valeurs des variables, comme par exemple sur la consommation en temps ou la consommation en espace de votre code. Vous pouvez, en logique relationnelle, faire des assertions qui, au lieu de décrire l'état d'un programme, d'une exécution d'un programme, relient des états de deux exécutions du même programme, ou bien de deux programmes différents, par exemple le programme d'origine et un programme optimisé à la main. Et ça, donc, relier les états de deux exécutions du même programme avec des données différentes, c'est très utile pour montrer la confidentialité de certaines données, le fait que des données privées ne fuitent pas. Bon. Et enfin, on peut aussi utiliser des principes, enfin coder et utiliser des principes logiques plus puissants que la logique que je vous ai montrée, qui est essentiellement une logique d'ordre supérieur classique, je n'ai pas eu besoin de plus. Par exemple, des modalités, comme plus tard, une propriété sera vraie plus tard dans l'exécution, pas forcément tout de suite, ou toujours. Cette propriété est toujours vraie à tout moment de l'exécution. Et le framework Iris, pour construire des logiques de programme en Coq, dont Armel va parler dans quelques minutes, utilise ce type de principes logiques plus puissants et en fait reconstruit tout au-dessus de principes généraux, plus basiques, comme les algèbres de ressources et différentes notions d'invariants. Donc voilà, donc je ne rentre pas plus dans les détails, juste ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'est que la vérification déductive de programme, c'est à peu près aussi ancien que l'informatique, mais ça continue de révéler toute sa puissance. Aujourd'hui, vous pouvez déjà en faire avec des outils comme Framassi ou Sparcada ou autres, et s'en servir pour vérifier des morceaux importants de logiciels critiques. Chez Airbus, ils aiment bien parler de preuves unitaires, en plus ou à la place de tests unitaires pour des fonctions de bibliothèque qui sont importantes et qui peuvent être difficiles à tester. Bien sûr, ils ne vont pas prouver l'ensemble du logiciel qui vole dans l'avion, mais déjà, certaines fonctions de base qui resservent très souvent, c'est déjà un gros plus. Et puis, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que quand on dérive la logique de programme d'une sémantique opérationnelle, et ce qu'on intègre dans un assistant à la démonstration comme Coq, ça ouvre de nouvelles possibilités. Voilà, je vous remercie.